Mes chers camarades, la parole maintenant est à Henri Emmanuelli. Ouais, l'ovation était un peu poussive, mais passons. Bien, je voudrais d'abord vraiment vous remercier toutes et tous qui êtes ici présents ce matin dans la salle. Remercier nos invités aussi. Pierre Laurent, c'est vrai qu'il passe beaucoup de temps avec les socialistes, mais je crois qu'il a raison. Et je ne désespère pas qu'un jour, on puisse se faire applaudir par des communistes. Encore que me connaissant un peu, je pense que j'y arriverai. Remercier aussi Cécile d'être avec nous ce matin, qui a dit que j'allais l'embêter. Non, je ne vais pas l'embêter, je vais simplement la remercier d'avoir partagé un plan d'ortolan avec moi. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague. Et puis lui dire que se sentir plus socialiste que le Premier ministre actuel, est-ce que c'est vraiment difficile? Bon, j'arrête là. J'arrête là. Chers camarades, puisqu'il s'agissait de lui, l'oracle nous a prévenus. La gauche peut mourir. Il serait facile d'ironiser sur le thème, il y en a qui s'y emploient. Ou bien encore de rappeler que, comme nous l'enseigne le grand livre, pour crier juste dans la colère des prophètes, il faut une voix très pure et des vérités très dures. Mais ça nous amènerait trop loin de nos 5 millions de chômeurs, de notre croissance, oui, la croissance, Cécile, atone, de notre Europe autiste, qui sont les préoccupations majeures de nos compatriotes, et nous l'avons entendu depuis hier de toutes celles et ceux qui se sont exprimés ici. Je ne résiste pas pour autant quand même à la nécessité de rappeler aux oracles que la mort du socialisme a déjà été maintes fois proclamée dans l'histoire, y compris même avant que le mot n'existe. Chaque fois, quelque part, que l'aspiration égalitaire a été noyée dans le sang, et il y a malheureusement eu beaucoup d'exemples. Je n'en citerai qu'un. Depuis que le mot existe, une plutôt de ces proclamations. Elle a eu lieu il y a 15 ans déjà, quand un certain Tony Blair et un certain Gerhard Schröder ont produit le manifeste qui s'intitulait, à la veille des élections européennes, Europe, la troisième voie, le nouveau centre, dans lequel ils déclaraient tranquillement que tous ceux qui prédisaient la mort de la social-démocratie depuis 20 ans avaient eu raison. C'était à la veille des élections européennes où la gauche a perdu la majorité, ne l'ayant pas retrouvée depuis. Il faut dire qu'ils sont assez efficaces, quoi, et c'est assez rapide. Je ne résiste pas davantage, mais je serai bref, au besoin profond, vital, oxygénant de dire et de libérer mon ras-le-bol emmagasiné depuis quelques décennies, et je dirais parvenu en phase de compression pré-explosive. Oui, mon ras-le-bol face au mépris et à l'arrogance pseudo-intellectuelle de celles et ceux que nous appelons aujourd'hui des sociaux-libéraux. Je ne sais pas très bien pourquoi d'ailleurs on s'acharne à mettre social devant. Enfin, c'est la terminologie. Car depuis 40 ans, je les entends rabâcher les mêmes sophismes, exhaler le même mépris, s'adonner sans mesure aux mêmes caricatures, au nom de la modernité qu'ils confondent systématiquement avec l'actualité ou la contemporanéité. Ils taxent lourdement toutes celles et ceux qui ne partagent pas leur renoncement d'archaïsme, de passéisme, d'incompétence. Au nom du pragmatisme, ils justifient tous les renoncements, toutes les régressions sociales, tous les abandons à la logique inégalitaire du libéralisme. Les 35 heures, ça a été dit, les seuils sociaux, ça a été dit, le repos hebdomadaire et ce maudit code du travail qui hante les nuits du MEDEF et de tous les promoteurs de flexibilité. Il s'agit toujours du marché du travail, évidemment, de flexibilité qui ne concerne jamais leur propre revenu, vous le noterez. C'est toujours celui des autres.
Et si je parle de mépris, c'est parce que leur arme favorite est la caricature, souvent outrancière. Hier, je m'en souviens, vous en souvenez, nous avons vécu ça. Si on n'était pas pour le franc fort, on était pour la dévaluation. Si on essayait de mettre en garde sur les dangers du libre-échange sans précaution, alors on était un adepte de Jules Méline au début du siècle dernier, et donc un fiefé protectionniste. Plus récemment, une éditorialiste d'un grand journal de l'après-midi nous classait parmi les partisans de la redistribution, nous opposant évidemment aux partisans de l'offre qui, vous l'imaginez, avaient toutes ses faveurs. Alors, a priori, rien d'infamant, mais à la réflexion, je me suis dit que pour cette dame, il existait des lobotomisés, n'ayant plus que 3 neurones, une de plus que l'autre quand même, hein. On va se faire plaisir, une de plus que l'autre, qui pensent qu'on peut redistribuer ce qui n'existe pas, quoi. Alors que depuis 20 ans, plus même, depuis 20 ans, nous n'avons cessé de mettre en garde, je ne sais pas si on sera d'accord, Cécile, nous mettre en garde contre la réduction de la part de l'industrie dans notre production nationale. Qu'est-ce qu'on nous répondait? Ils n'ont rien compris, on est dans la société post-industrielle. Ils nous parlaient aussi, d'ailleurs, souvenez-vous, d'économie de l'intelligence, comme si jamais quelqu'un dans l'histoire avait prôné l'économie de la bêtise. Mais en fait, ça voulait dire tout pour les services et le moins possible pour l'industrie. Et nous en sommes aujourd'hui là. Et pourquoi l'industrie est importante? Mais tout simplement parce qu'elle est le squelette d'une économie, et pas tout simplement parce que, généralement, pas uniquement, pas exclusivement, mais elle porte une très large part de la recherche et donc de l'innovation. En tout cas, c'est comme ça, ça devrait se passer. Et je leur dis à tous ces caricaturistes, je leur dis que non. Non. Maintenant, ça suffit. S'ils veulent la confrontation, ils l'auront. Et ce sera coup pour coup. Et compte tenu de ce qu'est aujourd'hui le résultat de la politique, ça ne sera pas trop difficile de les confronter à leurs erreurs. Je leur dis dans la foulée, je nous dis à nous-mêmes, et je me dis à moi-même, hein, que non, non, la gauche ne va pas mourir, que non, le socialisme ne peut pas mourir. Parce que le socialisme, Cécile, tu me demandais ce que c'est pour moi, le socialisme pour moi, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une idéologie globale fermée, ce n'est même pas un système de recettes préétablies, définitives et invariables. Non, le socialisme, si je le remets en perspective historique, je dirais que c'est une fonctionnalité au service de l'aspiration égalitaire. Aspiration qui se nourrit elle-même de quoi? Du besoin de justice et de dignité. Et cette aspiration, mes chers camarades, tant qu'il y aura des femmes et des hommes, elle perdurera, n'en déplaise à certains qui seront bien loin, n'est-ce pas, dans les décombres de l'archéologie. Voilà ce que je pense au fond. En revanche, la majorité politique de gauche qui existe aujourd'hui en France sur le plan institutionnel, je dis bien sur le plan institutionnel, majorité, l'Assemblée aujourd'hui, toujours là, ça peut sombrer. Et ça peut sombrer très vite. Et ça peut mourir. Et nul doute que parmi vous, nombreux sont celles et ceux qui doivent penser que l'agonie a déjà bien commencé, après 3 défaites électorales cinglantes et la perspective d'en connaître d'autres. Et c'est tout le sens de notre action, de notre combat, éviter le naufrage, et non pas, comme le subodore, ou l'affirment certains politologues, n'est-ce pas, raffinés, je ne sais quelle guérille interne pour précipiter l'échec. Benoît le disait ce matin, non, nous ne sommes pas pour l'échec de ce gouvernement, ni pour l'échec de cette majorité, a fortiori pour l'échec de la gauche. Je lisais récemment que le président du groupe parlementaire, qui s'est illustré cette semaine, n'est-ce pas, Madame Chaban,
cher Fanny, qui s'est illustré par des mesures caporalistes mesquines. À défaut de savoir convaincre, hein, on a les chefs qu'on mérite. On a les chefs qu'on mérite. Expliquer que les frondeurs, bon terme que moi je déteste, mais ça a été dit hier, je ne vais pas remettre ça toutes les 3 heures. Frondeur, frondeur. La fronde, c'était menée par les aristocrates contre Louis XIV. Qui est Louis XIV? Qui sont les aristocrates? C'est pas nous, non, je crois pas. Il y a une erreur de vocabulaire là, et je crois qu'on doit ça à un journaliste du JDD, Monsieur Nazaret. Où il est l'enfant Jésus? Il est au fond là-bas, voilà. Voilà. Et c'est pas lui, hein? C'est pas lui, c'est son journal, mais c'est pas lui. Bon, et qui se rassure, les débouchés? Il dit qu'on n'a pas de débouchés, mais qui se rassure, on n'en cherche pas. On n'en cherche pas, on connaît la nature du régime, sur lequel il y a eu beaucoup d'interventions ce matin, sans que peut-être personne, même pas toi Cécile, et là ça m'a étonné, parce qu'en général tu ne recules pas, ose prononcer le mot qui convient, c'est une monarchie républicaine, pour 5 ans. Oui, merci, c'est une monarchie limitée dans le temps, et effectivement, c'est assez stupéfiant, quoi, en 2014. Donc, non, on ne cherche pas un débouché politique, et sauf à imaginer que vouloir redresser la barre tout simplement, est assimilable à une mutinerie, je ne vois pas où est le crime. Ou bien que notre République est à ce point bloquée, verrouillée, et elle l'est, que toute remise en cause de la parole du monarque serait assimilable à une tentative révolutionnaire passible d'embastillement. Vous avez eu du bol de vous en sortir comme ça, hein, vous. Parce que vous êtes libre quand même. Vous êtes libre pour l'instant. Avec Pierre Laurent, tout à l'heure à Babas, on supputait sur les endroits où on pourrait être mis en résidence surveillée. Pas par l'actuel gouvernement, parce qu'il pourrait advenir dans le futur. On était plutôt d'accord pour choisir les Landes, enfin si on nous laisse le choix. Hein, je disais aussi, ce qui m'a davantage surpris, que le président de l'Assemblée nationale, notre ami Carlo Bartolone, expliquait que notre combat n'avait pas d'avenir parce que nous n'avions pas de ligne politique différente. J'ai envie de lui dire exact, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Même si nous comprenons que la réalité implique toujours des accommodements, on découvre des choses dernièrement, des réalités qu'on n'avait pas forcément prévues, nous sommes, nous, toujours sur la ligne du programme de notre parti et sur les propositions de campagne de notre président. En revanche, il ne nous semble pas que la ligne délibérément social-libérale, et là encore je mets social parce que je suis gentil, que proclame avec une certaine arrogance notre actuel Premier ministre, soit dans la ligne que nous avons toutes et tous portée et défendue devant les Françaises et les Français. Si donc monsieur le président de l'Assemblée nationale cherche des divergences, je lui conseille de regarder plutôt de ce côté-là, quoi. Et à mon avis, il devrait faire des constats. Ça sera assez facile. Car enfin, de quoi il s'agit exactement? Est-ce que nous contestons que l'endettement de notre pays soit un problème sérieux? Non, on ne le conteste pas, encore que il faille beaucoup relativiser les choses. Encore aujourd'hui, les taux baissent. Hein. Il y a le journal de Jésus qui a titré « Le mur de la dette ». Mais vous direz à celui qui a fait ce titre qu'aujourd'hui, le taux des obligations à 10 ans est encore en baisse, à 1,28. Il était à 2,60 au mois de février, et que le spread, comme dit savamment Benoît Hamon, avec le taux du bond allemand, est passé de 56 à 32. Donc ça va, quoi. Oui, c'est un problème. On ne peut pas dire qu'on peut s'endetter indéfiniment et sans conséquence. Mais nous pensons que faire une politique de réduction des dépenses en période de faible croissance peut conduire à la récession. Et que sans un minimum de croissance, non seulement on ne va pas diminuer la dette, mais qu'au contraire, on va la croître. Et il semblerait que la réalité nous donne raison. La réalité nous donne raison. Avec 0,4% de croissance cette année,
ça va donner à l'arrivée 12 à 13 milliards de recettes fiscales et sociales en moins. Et ça va donc faire passer la dette au-dessus de la barre des 2000. Voilà le résultat d'une inversion stratégique, en quelque sorte, dans la politique économique, qui est un reproche que nous faisons depuis quand même, je dirais, l'automne 2012, quoi. C'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que nous contestons que la France est un problème de compétitivité? Non. Ça fait plus de 20 ans, là encore, qu'on a cessé d'alerter sur les dangers mortifères du passage de l'industrie de 18 à 9%. Et je constate qu'en revanche, nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur le diagnostic. Nous ne pensons pas, nous, que le principal problème de la compétitivité française soit le niveau des salaires, la compétitivité par les coûts, comme on dit. Nous pensons plutôt qu'il y a eu des erreurs stratégiques énormes dans le positionnement des produits. Pour faire simple, on a choisi les produits moyenne gamme ou bas de gamme en essayant de se battre sur des prix pas chers, pendant que les Allemands, vous savez, Das Auto, là, eux, ils faisaient l'inverse. Ils choisissaient les produits haut de gamme et ils disaient le prix, on verra après. La qualité, le haut de gamme. Et le prix, on verra après. Donc, nous, on pense que là, quand même, que c'est aussi parce qu'on a préféré souvent les dividendes aux investissements. Et que là, il faudrait quand même se poser des questions. Alors oui, on diverge sur les solutions, et ça a commencé avec le CICE, ça a été dit pendant ces 2 jours, mais je suis obligé de le rappeler. Oui, il faut aider les entreprises qui innovent, qui investissent, qui exportent, qui embauchent. Ça, ce sont les entreprises que nous aimons. Mais pas consacrer 20 milliards en bloc à toutes les entreprises, globalement. Parce que là, on n'est plus dans une approche économique, on est dans une approche politique. Et c'est le choix qui a été fait. Et qui bénéficie indifféremment aux banques, à la grande distribution, aux professions libérales, y compris aux filiales de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'en demandaient pas tant, sans parler de la Poste, qui est le principal bénéficiaire. Je vous rappelle en plus que ces 20 milliards, ça n'a pas été dit ça depuis 2 jours, ces 20 milliards, c'est la somme qui avait été prévue pour l'ensemble des réformes du candidat Hollande pendant toute la durée du quinquennat. C'était ça, le programme, en 2012. Mais comme ça ne suffisait pas, est arrivé le pacte de responsabilité, le 14 janvier 2014. Il y en avait du 14. Comme en 14, c'était vraiment. Qui faisait passer l'aide aux entreprises à 41 milliards et proclamait de surcroît le passage officiel du socialisme à la politique de l'offre. Sommes-nous contre la politique de l'offre et pour une politique de la demande, comme le proclament tous les éditorialistes candidats au prix Nobel d'économie, et il y en a pas mal dans ce pays, je peux vous le dire. Non, nous ne sommes pas hostiles à la politique de l'offre et pour la politique de la demande, parce que ce distinguo est un non-sens, parce qu'il faut les deux, et qu'on n'a jamais vu une politique économique marcher si elle n'était pas sur ses 2 jambes. Et comme nous le rappelait Pierre-Alain Muet il y a 10 jours, pas loin d'ici, c'est en fonction de la conjoncture après qu'il faut appuyer un peu plus sur l'une que sur l'autre. Un petit peu comme les gens qui ont de l'arthrite ou des rhumatismes. À un moment donné, ça flanche sur l'une, on s'appuie sur l'autre. Mais on ne dit pas je suis pour l'une et contre l'autre. Ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi le dire alors? Je l'ai dit il y a un instant, c'est parce que c'est une approche politique. On veut séduire. On veut séduire le MEDEF. Là aussi, vous avez vu le résultat. Vous avez vu le résultat. On peut dire qu'ils sont reconnaissants, n'est-ce pas? Il y en a même qui se vantent en disant on va arriver à faire à la gauche ce que la droite n'a jamais réussi à faire. Oui, oui. C'est un discours qui circule, n'est-ce pas, rue Pierre Ier de Serbie, qui est le siège de l'auguste organisation. Donc voilà, dans ce contexte difficile,
On peut considérer que la conjoncture n'est pas bonne et que si rien n'est fait pour orienter très sérieusement la politique européenne, alors oui, on risque d'entrer en déflation et de s'y traîner pendant des années et des années et des années. Parce qu'y entrer, c'est relativement facile, mais en sortir, d'autres pays malheureusement ont fait l'expérience, c'est très douloureux et ça peut durer. Dans ce contexte difficile, nous avons demandé, et c'est là notre méfait, si je comprends bien, notre crime, dont la forme d'ailleurs semble davantage intéresser les commentateurs que le contenu. C'est pour ça que je me fais un devoir de rappeler un petit peu le contenu, même si c'est pas, je vous l'accorde, très drôle. Nous avons demandé de partager l'effort entre les entreprises et les ménages, de ramener à 20 milliards pour les ménages, pour les entreprises au lieu de 41, et de mettre 10 sur les ménages, tout en respectant, même si on n'y croit pas beaucoup, le cadre fixé par le président de la République des 50 milliards d'économies. Voilà de quoi il s'agit. Et voilà ce qu'il n'est pas possible, semble-t-il, d'exprimer dans un pays démocratique sans qu'il y ait des conséquences politiques apocalyptiques. C'est de ça qu'on parle, c'est pas d'autre. Nous avons eu aussi quelques oppositions à quelques économies qui nous paraissaient malvenues. Mais comme ça a été dit par Cécile, par Benoît, je ne vais pas répéter. Mais nous n'avons pas apprécié, non, le gel des retraites. Nous avons réussi à limiter un peu la casse. Et nous n'apprécions pas davantage cette année certaines mesures annoncées sur les prestations familiales pour un montant total de 800 millions d'euros, au moment même où la Cour des comptes sort un rapport en disant il y a dans ce pays 25 milliards de fraude, non pas aux prestations, 25 milliards de fraude aux cotisations. Est-ce qu'il faut dans ce cas-là, je vois, Boïry, que tu t'interroges, tu es en règle. Bon, c'est pas toi. Bon, tu me rassures. Est-ce qu'il faut, dans ces conditions-là, aller s'acharner sur 3 prestations familiales, dans le contexte en plus que nous connaissons? Il paraît qu'il y a une grande manif aujourd'hui, ça recommence. Hein. Ils sont persuadés que ça va marcher. Mais j'ai remarqué quand même que personne ne leur proposait de revenir sur la chose. Et pour la GPA, je sais que les avis sont très très différenciés, y compris parmi nous. C'est pour ça que moi je me suis réfugié dans la GTA, hein, la gestation théologiquement assistée, en souvenir de notre mère à tous, qui fut quand même là aussi le premier exemple historique d'un portage pour autrui. Bon, sauf erreur de ma part, ou alors serait-ce qu'on m'ait menti au catéchisme. Non mais il y a des trucs quand même assez surréalistes, et quand on y réfléchit, quand on prend un peu de recul, on dit mais c'est pas vrai quoi, c'est pas vrai quoi, c'est pas eux, pas eux, d'autres peut-être mais pas eux quoi. Bon bref, c'est comme ça. Mes chers camarades, un mot enfin sur le réformisme et les fameuses réformes de structure que les socialistes présumés modernes. Je me méfie beaucoup, Cécile, du mot moderne et du mot autrement, moi. La thématique de l'ailleurs, que ce soit spatial ou qualitatif, moi je suis toujours exigeant, oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi, hein. Donc, mais on va en reparler sérieusement. Et je ferai des propositions à la fin qui n'auront rien d'extraordinaire, mais qui devraient nous permettre justement d'en parler. Il serait réformiste ou on ne le serait pas? En réalité, il y a des réalités très différentes derrière les mots. Dans l'histoire classique de la gauche, réformiste, réforme, ça a toujours voulu dire plus ou mieux. Dans leur bouche à eux, c'est moins ou pire. Ah, évidemment, quand on dit les Français sont rétifs à la réforme, non, les Français ne sont pas masochistes. Et ça me paraît heureux. Ça me paraît heureux. Mais j'observe surtout que ces grands réformistes, il y a des réformes de structure dont ils ne veulent pas. Et elles sont pourtant fondamentales. Moi, la réforme fiscale, ça fait jamais que 30 ans que je l'attends, quoi.
Elle n'est toujours pas là. Elle n'est pas là. Ça a été développé par Pierre-Laurent tout à l'heure, on a même fait à l'envers, donc je ne reprends pas. Pas la peine d'en remettre une couche. Mais elle n'est pas là. Une autre réforme de structure, très importante, y compris au regard de la compétitivité de notre pays et de notre industrie ou de notre appareil de production, pour ne pas faire de sectarisme économique. Mais c'est la réforme de l'assiette des cotisations sociales. Moi, je l'avais fait mettre dans le programme du Parti socialiste en 97. J'attends toujours qu'on s'y attelle, quoi. Or, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que tout le budget social de ce pays repose sur quoi? Sur la masse salariale. C'est quoi la masse salariale? C'est le facteur travail. Pour produire, il y a deux facteurs de production, le capital et le travail. Et comme par hasard, dans ce pays, l'ensemble du budget social, même si pour certaines parties c'est tout à fait justifié, je pense aux retraites, mais l'ensemble du budget social repose sur le facteur devenu le plus rare. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fiscaliser, comme l'ont fait d'autres, une partie, et le reste, il faut l'asseoir sur la valeur ajoutée. Ça, c'est une réforme. Mais nos grands réformistes n'en parleront pas. Ils nous parlent que de flexibiliser le travail. Et flexibiliser le travail, tout le monde a compris ce que ça voulait dire derrière les mots. Ça veut dire faciliter les licenciements, parce que, paraît-il, si les licenciements étaient plus simples, ils embaucheraient. Mais sur des emplois qui n'existent pas, évidemment. Ils n'existent pas. Là aussi, si on n'était pas à cette heure-ci, je rappellerai qu'en Hollande, il y a toujours une autorisation administrative de licenciement, etc. Et je rappellerai surtout que nous avons tangenté le plein emploi en 2001 avec un code du travail qui n'était pas plus léger ou plus souple que celui d'aujourd'hui. Mais non, le dogme, c'est le code du travail, n'est-ce pas? C'est la rigidité du marché du travail qui empêche l'emploi de se développer. Il y aurait effectivement, de ce point de vue-là, si on imagine des petits boulots très mal payés, alors oui, on pourrait peut-être diminuer les chiffres officiels du chômage. Mais enfin, si la solution c'est une régression, elle ne sera pas acceptée. Et déjà que beaucoup de femmes et d'hommes de gauche, et notamment dans les milieux populaires, sont, je dirais, passés ailleurs ou en face, si c'est ça les solutions qu'on leur propose, le mouvement va s'accélérer. Surtout qu'en face, du côté de Marine, la démagogie, ça ne fait pas peur. Ça continue d'ailleurs. Ils vont bientôt avoir un programme social beaucoup plus évolué que le nôtre. Hein. En tout cas dans les mots. Même si on sait qu'historiquement, ils feront l'inverse, parce qu'ils ont toujours fait l'inverse. Donc voilà, mes chers camarades, pour le réformisme, le seul débouché politique, et je m'en chemine vers la conclusion, rassurez-vous, le seul débouché politique auquel nous aspirons, c'est de remettre sur ses pieds une gauche qui marche sur sa tête. Rien d'autre. Et remettre la gauche sur ses pieds pour affronter le chômage, pour combattre la puissante remontée des inégalités dans nos pays occidentaux. Remontée en puissance qui menace la démocratie tout entière, implique que nous puissions travailler au rassemblement de toute la gauche. Sans ce rassemblement, non seulement les socialistes, mais toute la gauche, et j'ai entendu ce matin que le constat était partagé, toute la gauche sera emportée, condamnée à l'échec. C'est notre conviction profonde et c'est la raison de notre présence ici. C'est aussi la raison pour laquelle nous pensons que se battre contre une autre partie de la gauche est toujours une erreur. Toujours une erreur. Débattre, oui, mais se combattre, non. D'autant plus qu'il existe des institutions, certes obsolètes, certes, ça a été dit, à bout de souffle, bloquées, devenues néfastes, y compris pour celles et ceux qui croient en elle, ou qui voient en elle plutôt un bouclier plutôt que le carcan mortifère qu'elle est devenue, y compris pour eux.
mais qui seront toujours là en 2017, ces institutions. Elles ne vont pas disparaître d'ici là, avec une élection présidentielle à 2 tours. Je dis bien à 2 tours. Et je ne comprends pas, je le dis publiquement, que ceux qui se targuent de réalisme pour justifier leur renoncement sur d'autres plans ne voient pas que si elle n'est pas rassemblée, la gauche ne sera pas présente au second tour. Dans un moment où la République et la démocratie risquent d'être sérieusement en danger. 2017 ne sera pas 2002. Ce sera beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereux. Et je dirais qu'il n'y a pas de stratégie alternative à ce rassemblement. Parce que la récurrente et fumeuse hypothèse d'une alliance avec le centre, mais quel centre d'ailleurs, il y en a plusieurs, j'ai vu, elles sont déjà préemptées. Un morceau pour M. Sarkozy, un morceau pour M. Juppé, un Borloo pour Sarko, un Bayrou pour Juppé. Voilà, bon. Et en plus, cette stratégie-là, elle a toujours été une impasse. Elle n'a jamais fonctionné, elle n'a jamais débouché dans la réalité. Donc partant de là, si on veut être au second tour, il faut être rassemblé. Je ne comprends pas davantage qu'on fasse une politique qui, au lieu de rassembler la gauche, la divise. Parce que c'est bien ce qui se passe. Et c'est le sujet, le vrai sujet. Je ne comprends pas davantage, mes chers camarades socialistes, que le parti fasse preuve sur ce sujet d'une cécité assez étrange, quoi. Il n'en parle pas. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Ni quand on censure nos camarades, ni quand on se perd dans des propositions ministérielles qui paraissent emprunter au programme des 2 breuteurs de la droite pour leur future présidentielle. Je n'entends rien. Est-ce qu'ils pensent, rue de Solfellino, notre camarade premier secrétaire, que d'énièmes états généraux vont suffire à surmonter le désarroi, voire la colère du peuple de gauche? Je n'y crois pas. Sa désespérance profonde. Est-ce compte-t-il, en retardant les congrès statutaires, un exode militant massif pour pouvoir imposer ensuite une ligne qui a toujours été minoritaire? Je rappelle que M. Bockel, qui est le seul à avoir eu le courage de porter la ligne Blair-Schröder dans le parti, n'avait pas réussi à faire 1%. Et je ne rappellerai, parce que je ne veux pas fâcher, je ne rappellerai pas les scores de la dernière primaire pour la présidentielle, quand même. 5,6. C'est quand même assez loin de la majorité. Donc. Mais est-ce qu'ils ne se disent pas, quand il y en aura beaucoup de partis, des militantes et des militants, quand il ne restera plus que les résignés, pas les résignés des Landes, ceux-là, ils ont une histoire sociale glorieuse, non, les résignés, ceux qui n'ont plus envie de combattre, quoi. Le moment ne sera-t-il pas venu, alors, tu n'en veux pas, mais tu l'auras quand même. Je leur dis, avec une certaine gravité, que ce serait une erreur. Parce que dans cette hypothèse-là, il n'y aura pas de victoire. Il n'y aura de victoire pour personne. En revanche, il risque d'y avoir une scission. Et j'ai bien réfléchi avant de prononcer ce mot-là, pour l'imaginer. Je parle pour moi, je ne parle pas pour vous. Je ne parle pas pour vous parce que, à titre personnel, on ne fera jamais accepter le renoncement au rassemblement de la gauche, ni au renoncement aux valeurs qui ont donné un sens à toute ma vie. Et je sais que je ne serai pas seul. Un congrès, donc, un vrai, et le plus vite possible. En juin 2015, par exemple. Dans l'attente, ça ne doit pas nous empêcher de travailler au rassemblement inlassablement, même si c'est parfois pas très enthousiasmant ou parfois décourageant. Je sais bien, chère Cécile, cher Laurent, que le rassemblement ne peut pas être un simple accord électoral, une coalition de circonstances à la veille d'échéances électorales. C'est sur le fond qu'il faut travailler. Et il y a du travail, Cécile, sur certains sujets. Tu me parleras du nucléaire, je te parlerai de la croissance, par exemple. Il faut travailler.
Et moi, je vous propose que nous prenions rendez-vous dès aujourd'hui pour choisir les sujets. Benoît en a évoqué un certain nombre ce matin. On pourra toujours le compléter si vous le souhaitez. Mais qu'on prenne rendez-vous et qu'on se mette au travail, oui. Pourquoi pas? Les institutions, la réforme fiscale, et on sait ce qu'il faut écrire. Quelqu'un faisait remarquer hier à cette tribune qu'en réalité, si on s'en tenait à ce qui avait été prévu, bah, le rassemblement, il serait vite fait. Il serait vite fait. Parce que souvenez-vous, en 2012, même la CGT a appelé à voter François Hollande. Ça n'arrive pas souvent. Donc, si on s'en était tenu à un travail de synthèse qui avait été fait, y compris avec les écologistes, Cécile, et tu le sais, il n'y aurait pas besoin de s'interroger pendant des mois et des années. Mais moi, je vous propose que nous le fassions et que, pour ce qui nous concerne à nous, chers camarades socialistes, nous n'attendions pas, alors là je parle pour nous, dans notre parti, nous n'attendions pas que de savants stratèges, n'est-ce pas, manipulent les calendriers à des fins obscures. Mettons-nous au travail. Et partout, dans toutes les fédérations, redoublons d'efforts pour faire animer ou pour créer des comités pour que vive la gauche. Voilà. Mettons-nous en mouvement. Et je suis persuadé que si le mouvement a une certaine ampleur, il faudra bien qu'ils en tiennent compte. Car s'ils n'en tenaient pas compte, il se pourrait qu'ils les emportent. L'action, c'est le meilleur remède contre la fiction. Je le dis aux anciens comme aux plus jeunes. Pour le centenaire de sa mort tragique, et je conclurai par là, je pensais, moi, que Jaurès méritait mieux qu'une mise en bière du socialisme. Alors, ce que je vous propose, mes chers camarades, c'est qu'on lui offre de le faire vivre. Merci.